L'île ou le continent de Mu. Texte extrait du livre Kasakara et les 7 mondes de Joseph Blumrich écrit en 1979. Joseph Blumrich a travaillé à la NASA de 1959 à 1974. Il a notamment participé à la conception de la structure du propulseur de Saturn V qui permit aux astronautes américains d'aller officiellement fouler le sol de la Lune. Il a aussi collaboré à la conception de Skylab. Ce scientifique a donc recueilli le témoignage d'Ours Blanc, qui nous parle de l'histoire de l'humanité, selon la tradition des Indiens Hopi. Ours Blanc. Ceci est l'histoire de mes ancêtres et des clans qui sont venus sur ce continent. Le continent sur lequel mon peuple vécut longtemps a sombré dans la mer et les gens durent le quitter. Ils durent aller sur un nouveau continent qui sortait de la mer à l'est afin d'avoir un nouveau monde pour eux et faire un nouveau commencement. Tout ceci fut provoqué par leur attitude dans certaines situations. Je te raconterai pourquoi c'est arrivé, comment ils sont parvenus sur le nouveau continent que nous appelons le 4e monde Tuakashi, et ce qui leur est arrivé après. Mais d'abord je voudrais dire que je suis très reconnaissant à tous ces gens qui m'ont donné le savoir et la compréhension. Beaucoup m'a été raconté quand j'étais encore enfant, et j'ai appris certaines choses, quand j'étais un jeune homme et d'autres quand j'ai été moi-même plus vieux. Mais pendant toutes ces années les grandes cérémonies furent célébrées. Comme tu le sais, les Hopis dans leur famille suivent la lignée de la mer. C'est pourquoi j'appartiens au clan de ma mère, le clan des Coyotes, et je dois à ma mère et à ma grand-mère une grande partie de mon savoir ainsi qu'à mon oncle du même clan. Ils m'ont donné un bon enseignement. C'est grâce à elles que mon peuple tient éveillés les souvenirs de notre histoire. D'après nos traditions, nous avons vécu dans 2 autres mondes avant de venir dans le 3e monde, puis dans le 4e dans lequel nous sommes maintenant. Dans le 1er monde, la divinité Taiowa créa l'homme. Taiowa a créé toutes les choses dans cet univers. Il n'y a rien qu'il n'ait réalisé. L'endroit où il se trouve est appelé la hauteur, beaucoup de gens l'appellent ciel. Personne ne sait où cela se trouve, mais à partir de là, il dirige l'univers. Il a donné un cerveau à l'homme, il lui a donné le savoir, il lui a donné tout ce dont l'homme a besoin dans sa vie. Et il lui a donné la loi, et les devoirs auxquels il doit obéir dans cet univers. D'après le livre d'Urantia, l'ensemencement de la vie sur Terre fut mandaté par des personnalités de l'univers que nous appelons vulgairement Dieu. Ces mandataires étaient les porteurs de vie, appelés aussi Nomos, par les Dogons d'Afrique ou Abégal par les Anunnaki. Le 1er monde fut détruit par le feu parce que les hommes sont devenus méchants. Mais notre peuple, ceux qui dans des temps plus récents sont devenus les Hopis, ont survécu à la destruction parce que notre peuple fut choisi pour conserver la connaissance de ces faits à travers les temps jusque dans le présent, et de la transmettre dans le futur. Le 2e monde fut détruit par la glace. Encore une fois notre peuple survécut, et arriva dans le 3e monde, le 3e continent. Tous ces événements et les événements ultérieurs sont encore vivants dans nos coutumes religieuses. Le nom du 3e monde était Cascara. Cascara était un continent. Peut-être était-ce le même qui est appelé aujourd'hui Mu ou Lémurie. La plus grande partie du continent se situait au sud de l'équateur, seulement une petite partie se trouvait au nord. C'était un pays très beau. Comparé à aujourd'hui, c'était presque un paradis. Nous devions travailler, mais nous n'avions pas besoin de travailler dur. Depuis nos débuts dans le 1er monde, nous avions suivi le plan de notre Créateur et avions cultivé notre nourriture nous-mêmes. Dans ces temps, nous avions choisi le maïs comme nourriture principale, nous l'avons amené dans le 2e monde, et nous avons continué à en vivre dans le 3e monde. Quand tu vois notre maïs, pense au fait que les Hopis l'ont depuis des temps très très anciens déjà, depuis le 1er monde. La connaissance que nous cherchions, et qui nous fut donnée concernait les plantes et les animaux. Nous voulions savoir pourquoi les feuilles étaient vertes et les fleurs multicolores. Nous pouvions communiquer avec les plantes et les animaux. Nous avions ce que vous appelez des connaissances scientifiques, mais nous ne les utilisions pas pour la fabrication d'objets dont on a besoin pour soumettre d'autres gens. Les gens avaient de l'estime les uns pour les autres. Les clans avaient leur propre chef, mais ils avaient tous un grand chef spirituel. Dans la vie des Hopis, il y a toujours eu un clan qui a la suprématie pour un certain temps afin de veiller à ce que nous remplissions bien nos obligations et responsabilités ainsi que notre bonne conduite dans la vie. Quand nous avons hérité de ce monde-là, c'était le clan de l'Arc qui avait le pouvoir. Pour cette raison, le chef de tribu du clan de l'Arc était le souverain de Cascara. Au début, tout allait bien à Cascara. Beaucoup plus tard, les hommes commencèrent petit à petit à perdre l'estime les uns pour les autres. D'abord quelques-uns, puis de plus en plus.
Comme tu le vois, nous sommes exactement comme les autres hommes. Je peux comparer cela avec ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations, les gens veulent avoir un certain rang du pouvoir, ils veulent leur part. La même chose est arrivée à Cascara. Ce fut surtout le cas pour le clan de l'Arc, mais les chefs de haut rang de ce clan restèrent bons. À l'est de chez nous se trouvait un continent que nous avons appelé Talawetishka, le pays de l'Est. Dans la langue Hopi, Tishka veut dire terre, la surface d'un continent, et la première partie du mot signifie matin ou lever du soleil. Entre ce continent et nous, il y avait une grande surface d'eau. Aujourd'hui, on appelle ce continent Atlantis, et je continuerai à l'appeler ainsi car pour toi c'est un mot plus familier. Au début du troisième monde, les gens d'Atlantis étaient aussi paisibles que nous. Nous avons bien sûr la même origine divine. Ils avaient les mêmes symboles que nous. La croix. Mais avec le temps, ils changèrent. Ils commencèrent à explorer les secrets du Créateur que l'homme ne doit pas connaître. Tu sais, il existe des secrets qui ne sont destinés qu'à la déité, et quand les hommes commencèrent à les étudier, ils enfreignirent cette loi. L'homme en fait a le même pouvoir que le Créateur, mais le Créateur garde des secrets que les hommes ne doivent pas chercher à comprendre. Cette affaire concernant les secrets est très sérieuse. Parlons de notre temps à nous pour que tu comprennes ce que je veux dire, et pour te permettre d'avoir une idée sur ce que les Hopi croient. Vous avez développé beaucoup de choses, par exemple des avions. Quand mon oncle m'a amené à Orebi voir la lithographie d'un avion à réaction qui est naturellement beaucoup plus ancien que vos avions à réaction d'aujourd'hui, il m'a dit, ce sera très bien de voler à nouveau à travers les airs comme l'a fait notre peuple avant. Quand il y a quelque part dans le monde très loin une catastrophe, on peut apporter du secours, nourriture, médicaments, outils. Mais on va également apporter la mort aux hommes, à des centaines de miles de distance. Et c'est en cela que l'on désobéira à la loi divine. Et maintenant, ils essaient de produire la vie artificiellement et un jour également l'homme. Cela fait partie de ce que nous appelons des recherches sur le sang. Et il n'est pas bien de faire cela. Nous retrouvons cette idée dans le transhumanisme. Ours Blanc faisait probablement référence aux recherches sur la génétique humaine et les OGM. Comment pouvez-vous séparer ces deux choses si vous faites des recherches sur des secrets dont les hommes ne savent pas encore faire une bonne utilisation? Pense à toi. Supposons que tu aies fait une découverte scientifique dans le domaine des fusées, et que quelqu'un fasse un mauvais usage de ta découverte. Toi tu ne le ferais pas, mais c'est ta découverte. Sais-tu vraiment où commence et se termine ta responsabilité? Nous pouvons résumer tout cela en 2 phrases. Le Créateur divin nous a dit, si vous voulez être mes enfants, vous ne devez pas utiliser votre savoir pour soumettre, détruire, tuer ou faire une mauvaise utilisation de ce que je vous ai donné. Si vous ne respectez pas cette loi, vous n'êtes pas mes enfants. Vers la fin du troisième monde, il y avait une femme comme guide suprême d'Atlantis. Dans notre langue, nous pouvons l'appeler une Kikmonwiti, une prêtresse suprême. À vos yeux, elle aurait été tout simplement une reine. Elle était très puissante et très belle. Elle a utilisé sa puissance et la beauté de son corps pour soumettre les chefs de son peuple. Elle reçut tellement de bijoux que nous l'avons appelée la femme turquoise. Parmi ces personnalités se trouvaient des savants que l'on pourrait appeler des leaders douteux. Un homme savant n'est pas systématiquement un homme bon. Elle avait beaucoup de succès auprès de ces hommes et c'est ainsi qu'elle est devenue souveraine de tout le continent. Atlantis étendit son influence et soumit des peuples dans les pays qui se trouvaient plus loin à l'est que nous appelons aujourd'hui Europe et Afrique. Bien qu'Atlantis fût un petit pays, il avait une très grande influence. Tu peux le comparer à l'Angleterre. C'est également un petit pays, mais quelle influence il avait. Les Atlantes avaient également fait des recherches sur les secrets du Créateur qu'ils n'auraient pas dû connaître. Comme je te l'ai dit, ils en ont pris connaissance trop tôt. Spirituellement, ils n'étaient pas encore prêts, ils ont utilisé leur savoir pour soumettre d'autres peuples. Nous devinons que Ours Blanc parlait de la recherche sur la génétique, sur le nucléaire et sur l'antigravitation. Et en cela, ils ont enfreint l'ordre divin. Certains y ont même perdu leur vie. Ils ont également étudié d'autres planètes et ils s'y sont même rendus, mais comme c'étaient des planètes mortes, ils ne pouvaient y vivre. Ils devaient donc rester sur notre vieille Terre. C'est alors qu'ils se sont retournés contre Cascara. Ils savaient que moralement et spirituellement nous étions beaucoup plus forts, cela les a rendus envieux. C'est pourquoi la reine voulut également conquérir notre pays et soumettre notre peuple. Elle a menacé notre souverain de réunir tous ses vaisseaux spatiaux au-dessus de notre continent et de nous détruire de là-haut. Mais il refusa de céder. Il y eut un long temps de pourparlers que l'on peut aussi appeler conférence. Tous les grands hommes de cette époque tinrent des réunions.
Comme je te l'ai déjà dit, il y avait parmi nous des gens qui étaient devenus avides de rang et de pouvoir. Leurs croyances religieuses devenaient plus faibles et les gens n'avaient plus beaucoup d'estime les uns pour les autres. Nous étions dans une situation que l'on peut très bien comparer à la situation actuelle. Avec le temps, l'influence de cette femme conduisit à une scission de notre peuple. Elle commença à en amener de son côté. Il s'agissait d'hommes avides de pouvoir dont je t'ai parlé. Ils se détournèrent de nos lois et se dirent à eux-mêmes, si nous sommes du côté des Atlantes et acceptons leurs exigences, nous aurons peut-être plus tard une bonne part du pouvoir. Les méchants prirent le dessus. Ils avaient étudié de nombreux secrets du Créateur que l'humanité ne doit pas connaître, mais nous n'y avons pas pris part. Nous voulions être et rester le peuple pacifique qui était reconnu à cette époque comme tel. Je crois qu'en réalité ce fut le Créateur qui utilisa son pouvoir pour nous détourner de ces choses. Les chefs se réunirent de nombreuses fois. Mais le groupe de ceux qui avaient des connaissances scientifiques fut beaucoup plus fort et ils vinrent pour attaquer mon peuple avec le matériel de leur pouvoir et de leur invention. Tout ce que je te raconte ainsi que les événements ultérieurs, je les ai appris par ma grand-mère. Mais j'ai aussi discuté avec un homme qui est le dernier à connaître l'histoire du clan de l'Arc. Je l'ai fait parce que dans notre histoire on dit que ceux du clan de l'Arc avaient fait les pires choses. Il confirma ce qui s'était passé et dit, oui, nous l'avons fait. De très haut dans les airs, ils dirigèrent leurs forces magnétiques sur nos villes. Mais ceux de notre peuple qui n'avaient pas quitté le chemin véritable de notre Créateur furent rassemblés dans une certaine région afin d'être sauvés. Notre peuple avait des connaissances comparables à celles d'Atlantis, mais il les a utilisées uniquement à des fins utiles et bonnes. Comme je te l'ai déjà dit, nous avons étudié les secrets de la nature, la puissance du Créateur dans les choses vivantes. Mon peuple ne se défendit pas quand il fut attaqué. Et il eut raison. Si cela te semble étrange, regarde ce que les Hopis font aujourd'hui. Le gouvernement des États-Unis nous a donné une réserve. Te rends-tu compte? Et puis ils sont venus pour en couper des morceaux. Notre pays, ils l'ont réduit de plus en plus. Mais nous ne nous sommes pas défendus par la force. Chaque fois que le gouvernement fait cela, nous disons, ce n'est pas juste comme nous l'a demandé le Créateur. Nous savons que nous ne serons pas détruits, ce sont eux qui le seront les premiers. Mais même si nous ne nous sommes pas défendus activement, nous avions quand même notre bouclier de protection. Je ne sais pas t'expliquer scientifiquement ce qu'était ce bouclier et comment il fonctionnait. Mais ma grand-mère me l'a expliqué de la façon suivante, s'il y a de la foudre, celle-ci peut atteindre le bouclier, mais là elle explose. Elle ne traverse pas le bouclier. Je me rappelle bien comment ma grand-mère m'a montré la façon dont le bouclier agit. Un jour j'étais encore enfant, elle prit une cuvette, la retourna et dit, « Maintenant tu es sous la cuvette, si quelque chose tombe dessus, cela ne te fera pas mal. » Peut-être devrais-je te dire ici que toutes les histoires qu'elle me racontait, il me fallait toutes les répéter. Quand je me trompais, elle m'interrompait et je devais recommencer. C'est pourquoi je connais par cœur tout ce que ma grand-mère m'a raconté. C'est ainsi que toutes les bombes, ou quoi que cela ait pu être, ont explosé loin au-dessus et le bouclier protégea tous les gens qui devaient être sauvés, et qui avaient été rassemblés dans une certaine région. Nous seuls avons été sauvés. Des villes furent attaquées, et beaucoup de gens périrent. La puissance qui se trouve hors de toute capacité humaine ne voulut pas permettre que le peuple de la paix soit anéanti complètement. Ces gens étaient des réincarnations d'hommes qui avaient vécu dans le deuxième monde Topka, et qui avaient suivi les lois du Créateur. C'était sa volonté de donner à ceux qui devaient être sauvés les moyens d'y parvenir. Les Kashyyynas peuvent être visibles, mais parfois ils sont également invisibles. Ils viennent de l'espace. Ils ne viennent pas de notre système solaire mais de planètes très éloignées. Il faudrait à nos astronautes plusieurs générations pour y parvenir. Le nom Hopi pour ces planètes est Unataka, cela signifie qu'elles sont proches les unes des autres, pas dans le sens matériel mais dans le sens spirituel, parce que tous leurs habitants ont la même responsabilité, ils travaillent tous étroitement ensemble. C'est pourquoi nous pouvons traduire le mot par confédération des planètes. Comme nous savons qu'il s'agit de 12 planètes, nous pourrions dire également confédération des 12 planètes. Les Kashyyynas peuvent se déplacer très rapidement, et pendant que je prononce cette phrase, ils peuvent parcourir de longues distances. Ils n'ont besoin que de quelques secondes. Leurs vaisseaux volent grâce à une force magnétique même quand ils font le tour de la Terre. Si tu voulais comparer les Kashyyynas et les Wuyas avec vos personnages chrétiens, vous diriez ange pour les Kashyyynas et archange pour les Wuyas. Ce sont tous des anges, mais les plus élevés de rang, vous les appelleriez archanges. Les divinités se situent au-dessus des Kashyyynas et au-dessus de tous se trouvent les créateurs.
Seules les Kashinas sont en relation avec les êtres humains, pas les divinités. Ce sont elles qui donnent les instructions aux Kashinas. Et si les Kashinas étaient ces êtres au crâne allongé qui se cachent sous des déguisements coutumiers pour ne pas effrayer les peuples qu'ils guidaient? Ces êtres au crâne allongé dont on retrouve leur crâne un peu partout sur Terre et notamment à Paracas au Pérou, semblent venir d'une autre planète. Leur rôle était de guider et de donner leur ADN aux peuples qu'ils choisissaient afin de les faire évoluer spirituellement et scientifiquement. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver sur YouTube une vidéo de Julie Couvreur, l'ADN des crânes allongés. Les Kashinas sont des êtres corporels, c'est pourquoi ils ont besoin de vaisseaux pour les voyages dans nos airs et pour retourner sur leur planète. Les vaisseaux spatiaux ont différentes tailles et noms. L'un d'eux est Patua, l'objet qui peut voler au-dessus de l'eau. Pau veut dire eau dans notre langue et Tuata est un objet avec une surface courbe. En raison de cette forme, nous l'appelons aussi bouclier volant. Chez les Hopis, on sait que quelques-uns des nôtres ont volé dans ces vaisseaux et que ces vaisseaux ont également été utilisés dans d'autres pays car les Atlantes sont venus chez nous dans ces vaisseaux. Près d'Orebi se trouve un dessin rupestre représentant une femme dans un bouclier volant. La flèche est un signe de grande vitesse. La femme porte les cheveux d'une femme mariée. Les deux moitiés sont tenues ensemble par une bride. Celui qui conduit le vaisseau doit actionner cette bride. Quand il la tourne à droite, le vaisseau monte, quand il la tourne à gauche, il descend. Le vaisseau n'a pas de moteur comme les avions et n'a pas besoin de carburant. Il vole dans un champ magnétique. On doit seulement connaître la bonne hauteur. Si l'on veut se diriger vers l'est, on choisit une certaine hauteur, si l'on veut aller vers le nord, on choisit une autre hauteur, etc. Il suffit de monter à la hauteur correspondant à la direction choisie et le vaisseau vole dans le courant désiré. De cette manière, on peut atteindre n'importe quel endroit à l'intérieur de notre atmosphère, mais on peut également quitter la Terre. Longtemps avant que notre continent et Atlantis soient engloutis, les Kashinas remarquèrent qu'il y avait, à l'est chez nous, un continent qui sortait de l'eau. D'ailleurs, selon nos traditions, le monde a changé plusieurs fois. Ce qui était en train de sortir de l'eau était, en fait, le même pays que celui dans lequel nous avions vécu dans notre deuxième monde, Topka. Maintenant nous l'appelons le quatrième monde car son apparence est différente. On dit aussi que la Terre a basculé plusieurs fois, je veux dire que le pôle Nord était à l'endroit où le pôle Sud se trouve actuellement et vice-versa. Aujourd'hui, les pôles sont inversés et le véritable pôle Nord se trouve au Sud et le véritable pôle Sud au Nord. Mais, dans le cinquième monde cela changera à nouveau, et les pôles seront à leur vraie place. À chaque fois, la Terre a basculé complètement du nord au sud et pas seulement de la moitié, sinon il y aurait eu beaucoup trop de dommages et ce n'était pas l'intention du Créateur. Durant Topka, le deuxième monde, la Terre a basculé seulement de moitié et tout a gelé. Avant que l'île ne sombre définitivement sous les eaux. Quand les premiers hommes arrivèrent sur le nouveau continent, ils se trouvèrent immédiatement à l'endroit où ils durent construire leur première ville. La première ville Taotoma ne fut pas construite en haut de la montagne mais plus bas. Aujourd'hui on ne voit plus cette ville car elle est couverte de terre et d'eau. Je te raconterai la raison plus tard. La ville était plus grande que toutes celles que nous avions eues à Cascara. Elle avait presque la dimension de la ville de Los Angeles aujourd'hui. Tu connais bien les ruines de Tiahuanaco. Tiahuanaco était une partie de la ville de Taotoma. Mais Taotoma n'était pas assez grande pour tous les gens qui devaient encore venir. Et comme tu peux l'imaginer, le pays n'était pas encore cultivable puisqu'il venait de sortir de l'eau. Mais les Kashinas avaient demandé que tout soit prêt pour nous, et comme les Kashinas étaient encore avec nous, ils nous montrèrent comment cultiver la terre le matin et rentrer la récolte le soir. Ce fut très important pour nous pendant de longues années jusqu'à ce que l'eau diminue. Petit à petit la terre devint de plus en plus grande. Notre peuple commença à aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous pouvions commencer à explorer le nouveau continent, et pour cela nous utilisions les boucliers volants. Quelques-uns de chez nous avaient atteint un rang assez élevé pour avoir le droit d'accompagner les Kashinas lors de leurs explorations pour voir comment les nouvelles colonies étaient fondées. Les rescapés de Mu. Quelques ouvrages sortent parfois de l'ordinaire. Celui que vous allez parcourir fait partie de cela. Il existe peu de documentation traitant du continent de Mu et pratiquement aucune sérieuse relatant la guerre qui opposa ce continent du Pacifique aux habitants de l'île d'Atlantis. Et petit à petit il y eut à nouveau des gens qui eurent leurs propres idées sur la façon de suivre les lois du Créateur divin.
Ils quittèrent le droit chemin. Parmi eux il y avait des gens de haut rang qui voulaient avoir des positions importantes. Ils commencèrent les premiers à faire un mauvais usage des Taouya. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Les Kashina essayèrent de les empêcher de s'envoler dans l'univers. Nous ne devions pas nous y rendre tant que nous n'avions pas rempli toutes nos obligations dans ce monde. Mais ces gens croyaient être déjà prêts. Le Créateur fut au courant de ce qui se passait et peu de temps après il vint en personne et dit, « Dès la première occasion dans ce nouveau pays si vous faillissiez, je dois vous punir. » Et il prit la ville, l'éleva dans le ciel, la renversa, la tête en bas, et l'enfonça dans le sol. Dans tous les bâtiments alentours on ressentit l'énorme souffle d'air, le sol trembla, c'était comme un tremblement de terre. Ce fut une déception pour notre Créateur que nous ayons désobéi à la première occasion. Après cela notre peuple décida de partir dans différentes directions. C'est ainsi que se passa la première dispersion de notre peuple sur ce continent. Les rescapés de Mu. Quelques ouvrages sortent parfois de l'ordinaire. Celui que vous allez parcourir fait partie de cela. Il existe peu de documentation traitant du continent de Mu et pratiquement aucune sérieuse relatant la guerre qui opposa ce continent du Pacifique aux habitants de l'île d'Atlantis. À ce stade du récit d'Ours Blanc, je vais essayer de ramener cette histoire aux propos que je développe dans ce livre. Les Hopis sont les descendants de Andon et Fonta, le premier couple humain, créé avec le concours du Créateur suprême et des porteurs de vie. C'est la raison pour laquelle les Kashina vont s'occuper d'eux avec beaucoup de soin. Pour mémoire, cette race première est là depuis 1 million d'années. L'homme rouge, il y a environ 85 000 ans, les survivants relativement purs de la race passèrent l'isthme de Bering qui s'effondra peu après leur passage et les isola complètement du continent d'où ils venaient. Auparavant, ils s'étaient largement mêlés aux races de Sibérie, de Chine, d'Asie centrale et d'Europe. Au moment de la glaciation du Deuxième Monde, la création de la race première était menacée d'extinction, avec les divers croisements malheureux qu'avait subi cette race première et les catastrophes climatiques auxquelles ils étaient exposés. Les Kashina vont choisir les meilleurs d'entre eux et les transporter avec leurs machines volantes sur un territoire qui à l'époque était vierge d'humanité, isolé par de grandes étendues d'eau, des tribus décadentes. De plus, cet endroit devait bénéficier d'un climat plus propice à leur développement. Dans le livre d'Urantia, la migration de l'homme rouge par le détroit de Bering n'a pas eu lieu, il y a 10 ou 12 000 ans mais bien antérieurement à cette époque. Les Hopis racontent que la Terre a tourné plusieurs fois, et cela est un fait scientifique même s'il nous est difficile d'y croire. Ils disent également que ce quatrième monde n'est en fait que le deuxième monde dans lequel ils vivaient avant de vivre au pays de Mu. Tout cela n'est pas une légende même si ce que nous raconte Ours Blanc dérange nos certitudes à propos de tout et de rien. Les Kashina vont les aider à construire des habitations en dur et des villes, leur enseigner comment survivre dans ce nouveau lieu et donner à leur chef une religion qui les met en relation directe avec la nature et le Créateur, le tout, accompagné des lois d'éthique de haute valeur spirituelle. Et puis voilà, qu'un jour, les Anunnaki vont vouloir imposer leur façon de voir qui ne correspond pas à leur éthique. Certains vont les suivre et être éblouis par le faste qu'ils déploient pour soumettre les peuples. Il semble que d'après Ours Blanc le chef de l'époque n'ait pas voulu coopérer, mais qu'une partie de la population était devenue avide de rang et de pouvoir. C'est là que les Kashina vont à nouveau soustraire les meilleurs représentants de la race pour les transférer, avec des vaisseaux, des oiseaux volants et des bateaux, sur le quatrième monde qui est l'Amérique du Sud. Ceux qui vont faire la traversée par bateau sont ceux qui avaient le plus désobéi aux lois qui étaient les leurs. Ce sont eux qui feront escale sur l'île de Pâques et dont certains restèrent. Ours Blanc raconte également comment ils construisirent les villes de Tiahuanaco avec des pierres qui pour eux ne pesaient pas plus qu'une plume et la manière dont ils taillaient ces pierres avec des outils équipés de diamants pas plus gros que le pouce avec l'aide des rayons solaires. Ici, nous avons peut-être la réponse à la question que se posent les archéologues, à savoir pourquoi les pierres de certains murs de Tiahuanaco s'encastent si bien les unes sur les autres. Avec leurs outils à rayons solaires, ils détachaient des blocs de la montagne. Ensuite, par un procédé que nous ne connaissons pas, les blocs étaient allégés. Et si les pierres ne pesaient pas plus qu'une plume, peut-être, étaient-elles aussi, molles et s'imbriquaient entre elles comme des chamallows, et durcissaient par la suite. À la lumière de ce que dit Ours Blanc, les constructions des pyramides ont peut-être également bénéficié de ce procédé. Il donne également le nom des principaux clans qui furent amenés sur le nouveau continent. Les premiers arrivants étaient les plus évolués spirituellement. Parmi
Ces clans, s'il y en a un qui a retenu mon attention, c'est le clan du serpent, nous verrons pourquoi plus loin. Après la destruction de Tiahuanaco et leur dispersion, les Hopis voulurent reconstruire une ville pour se retrouver entre eux selon leurs lois éthiques. Cette ville, c'est Palenque ou Palatquapi. À Palenque, il y avait un édifice qui fut bâti avec un soin particulier, c'était l'édifice le plus important car il devait servir d'école et d'apprentissage. Il y avait 9 niveaux, ce qui correspondait aux 9 niveaux de connaissances que dispensaient les instructeurs Kashina. Chaque degré de l'édifice correspondait à un niveau de connaissance et d'apprentissage. C'est ainsi que, ce monument marquait les esprits des élèves en leur montrant le chemin à parcourir pour atteindre le sommet. Ceux qui arrivaient au sommet devenaient éternels. Jusqu'au jour où les Hopis vont à nouveau rencontrer les Anunnaki, et plus tard les Espagnols. Et malgré tout cela, cette culture et cette force de résistance au culte des biens matériels va parvenir jusqu'à nous par le récit de Ours Blanc qui nous annonce l'arrivée du 5e, 6e et 7e monde qui sera le dernier d'après les Hopis. Je voudrais souligner également que les Hopis, les Anunnaki et les Espagnols ont le même emblème qui est la croix. Mais l'interprétation de ce symbole ne les a pas réunis sous une même bannière. Pourquoi ? Voilà donc un récit remarquable à bien des égards. Il provient d'un livre en allemand édité en 1979 et intitulé Cascara et les 7 mondes. Rédigé par l'auteur Joseph Blumrich. Anton Park a traduit uniquement la partie qui concerne le témoignage d'Ours Blanc, soit un tiers de l'ouvrage. Dans Atlantis contre Mu. La Terre, notre mère désignée par l'univers, comme le monde de la croix. Humilité et remerciement infini, d'avoir été choisi pour raconter l'histoire de notre planète, qui se dévoile au fil des différents écrits et des vidéos dont les images et les textes me sont servis sur un plateau, par la lumière intelligente avec l'accord des Très-Hauts, que je ne nommerai pas Dieu qui est une appellation galvaudée. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder l'histoire de l'incarnation de Machiventa Melchizedek et de Sodome et Gomorrhe. Merci aux abonnés. Abonnez-vous si le sujet vous intéresse.